Bonsoir à tous. Que doit devenir l'ancienne prison Juliette Dodu? Au mois de mai de cette année, la SHLMR, qui a obtenu de la mairie de Saint-Denis le droit de construire 52 logements, a lancé un appel d'offres pour sa destruction. Les défenseurs de l'histoire et du patrimoine de la Réunion s'opposent au projet de la mairie de Saint-Denis et de SHLMR. Aujourd'hui, il y a ceux qui souhaitent la transformation de la prison en un site culturel et de l'autre, ceux qui veulent des logements tout en aménageant un coin pour un lieu d'histoire. Qui, du droit ou de la loi d'un côté, ou de l'histoire et du patrimoine de l'autre, auront gain de cause? Ce soir, nous donnons la parole à ceux qui voient dans la prison Juliette Dodu un lieu rempli d'histoire, un site qu'il faut préserver, selon eux. Alors, pour en parler, Marine Champignol, présidente de l'association Quartier Libre, Mémoire et Patrimoine Océan Indien, bonsoir. Bonsoir. Éric Parlier, donc, qui est militant de résistance, bonsoir. Éric Murin, président du CRAN, Conseil représentatif des associations noires, bonsoir. Bonsoir. Et Jean-Luc Ratenon, député Réunion Insoumise, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va essayer de procéder, histoire de placer le cadre, comme on le fait d'habitude. D'abord, on va juste rappeler qui était Juliette Dodu, parce que tout le monde parle de Juliette Dodu. Moi, je voudrais juste qu'on regarde d'abord qui est Juliette Dodu. Si, ça vient partir. Voilà, donc voilà, juste pour dire que Juliette Dodu est née le 15 juin 1848, elle est née à La Réunion, elle est restée à La Réunion jusqu'à l'âge de 16 ans avant de quitter l'île. Son père étant décédé, sa mère s'est remariée, donc elle a regagné donc la métropole. Elle est devenue célèbre pour avoir reçu avoir été la première femme à recevoir la médaille militaire et aussi la Légion d'honneur. Elle aurait, parce que l'histoire est controversée, elle aurait, selon l'histoire, capté des informations allemandes qui auraient permis de sauver à peu près 40 000 militaires français. Sauf qu'autour de ça, il y a une controverse, mais bon, pour l'instant, personne ne sait. On maintient qu'elle a été médaillée militaire, elle a reçu la Légion d'honneur. Voilà, donc, qui est Juliette Dodu. Juste pour dire qu'aujourd'hui, la maison dans laquelle elle a grandi, on va juste voir l'image. Une plaque a été donc également apposée sur la maison qu'il a vu naître, cette maison-là. Une plaque qui est là-dessus, juste pour rappeler que elle a fini à Pithiviers, donc en métropole. Ses parents étaient d'origine du département de l'Indre. Voilà, ça c'est pour la petite histoire, je dirais. Puisqu'on parle de Juliette Dodu, ce serait bien de savoir qui était Juliette Dodu. Maintenant, avant de passer au volet historique, plaçons le cadre, je dirais plutôt juridique. On va juste rappeler une chose. C'était le 9 août 2012, alors secrétaire général de la préfecture, Xavier Brunetière, signe la mise en place de fouilles archéologiques préventives sur le site. Regardez le document, voilà, on va vous montrer ce document. Bien sûr, là, vous reconnaissez la prison et vous allez voir défiler, donc voilà, ça c'est l'arrêté du préfet, l'arrêté préfectoral, qui indique qu'il faudra faire des fouilles archéologiques préventives. Là-dessus, c'est ce que vous avez vu, je crois, Jean-Luc Ratenon, quand vous êtes parti, vous avez vu les tranchées qui sont aujourd'hui apparentes dans la prison. En effet, mais ce que j'ai vu, c'est l'histoire de la Réunion, c'est surtout ça que j'ai vu. Et c'est surtout ça que j'ai compris en visitant cette prison. Maintenant, les amis qui défendent le projet qui consiste à dire il faut garder cette prison, il faut que cette prison, cette ancienne prison devienne un lieu de mémoire, demande quand même, et notamment l'association présidée par Mme Champignol, demande à ce qu'il y ait d'autres actions pour justement, notamment de fouilles et de reconnaissance du lieu. Alors, Marine Champignol, puisque l'association Quartier Libre, Mémoire et Patrimoine, je dis une bêtise, Mémoire, Patrimoine et Océan Indien. Alors, normalement, maintenant, on dit India-Océanie. Donc, nous, l'association est créée déjà depuis un bon moment, C'est-à-dire qu'on a mis Océan Indien, mais maintenant, c'est ce qui se dit de plus en plus, India-Océanie. Alors, sur ces fouilles, est-ce qu'il y a eu des résultats? Apparemment, on a trouvé des objets.
Alors, apparemment, on aurait trouvé des objets, certains disent sans importance. On aurait trouvé aussi des couches successives qui permettent une lecture aussi des époques. Et ensuite, ils ont trouvé aussi, alors il semblerait que ça soit des fondations, et d'autres pensent que c'est des anciens cachots qui étaient souterrains. Donc après, l'histoire, je veux dire, il faudrait peut-être fouiller davantage. C'est tout le travail de l'archéologue. Et normalement, quand on parle de fouilles préventives, on sait qu'une les fouilles préventives, c'est avant construction travaux. Alors que les fouilles programmées, justement, ça permettrait de savoir un peu plus. Parce qu'on sait que les fouilles programmées, c'est tout un travail avec des chercheurs, des universitaires, des scientifiques, etc., pour vraiment trouver en profondeur l'historicité, justement, de l'histoire, qui permet, enfin, les objets permettent en fait de lire et de comprendre justement l'histoire des personnes. Alors, avant de passer, je voudrais juste revenir sur une chose. Alors, ça, c'est la suite. Ce qui s'est passé, ça se passait le 3 juin 2014. La Mauritanie a présenté le projet et a surtout présenté le projet de SHLMR. Et vous allez juste voir quelques images donc, de ce projet qu'on a. Donc, voilà, donc, session de la prison Louis-Jette Dodu donc, à Saint-Denis. Donc, il y a eu une commission d'appel d'offres. Et c'est donc SHLMR qui a présenté apparemment le meilleur projet, si on peut dire. Vous avez vu ce projet, Marie Champignol? Qu'est-ce que vous pensez du projet? En fait, nous, c'est le premier document qu'on a récupéré après le décès de Sudel, Sudel qui est parti prématurément. Donc, on va dire, dès qu'on a repris son combat, c'est le premier document qu'on a récupéré sur Internet. Donc, effectivement, pour pouvoir monter un projet de musée. C'était le vœu de Sudel, en faire un musée. Et on a vu quand même qu'il y a des dates. En même temps, ça alors, ce qu'on voit là, c'est la maquette. C'est ce qui devrait normalement remplacer la prison. Exactement, c'est ça. Mais en fait, si vous regardez bien, vous verrez qu'il y a plein de choses. Il y a beaucoup de démolitions. Donc, il y a beaucoup de démolitions. Donc, ça fait quoi? Ça dénature forcément un site. Je veux dire, je pense qu'on peut sauvegarder ce site. Alors voilà, ça c'est le plan de coupe donc, du projet. Donc, vous voyez, finalement, le logement prend beaucoup de place sur le site. Ça, c'est une réalité. On va quand même dire ceci, c'est que dans ce projet-là, il y a un endroit où doit être construit un site où devrait normalement être mis dedans tout ce qui pourrait représenter cette prison à un moment ou à un autre. On sait, depuis, on sait qu'à chaque fois qu'il y a des fouilles ou des objets retrouvés, les objets partent d'abord en France pour être étudiés. Parfois, ils ne reviennent jamais. Donc, c'est ça qu'il faut se dire. Est-ce que ces objets vont pouvoir revenir? Après, en fait, on n'est pas tant sur les objets, on est surtout sur la protection et la sauvegarde du site. Alors, aujourd'hui, il y a des recours. On dit que le permis de détruire n'est pas conforme. En fait, le permis n'est pas conforme, c'est-à-dire que je pense, j'ai cru comprendre que la mairie a dû remanier son permis de démolition. Le premier n'étant pas, donc il a dû remanier. Et entre-temps, alors, ce qui se passe, c'est que on a constaté que l'ABF donne un avis considéré sur justement, il se protège en quelque sorte, quoi. C'est-à-dire que il donne son avis, mais avec des prescriptions. Donc, en fait, les prescriptions, c'est quoi? C'est-à-dire que vous pouvez démolir, mais attention, il y a ça, etc., etc. Mais nous, ce qu'on a vu aussi, c'est que quand on regarde la maison Fokkier et la maison Kishna, et donc ces deux bâtiments sont inscrits
au titre des monuments historiques. Donc, ce qui signifie que ces deux maisons sont ce qu'on appelle dans un périmètre de protection. Donc, il y a le rayon de 500 mètres de protection. Et il figure sur ça. Et en fait, c'est pour ça l'ABF l'ABF, l'architecte du bâtiment de France, donne un avis considéré, c'est-à-dire qu'ils émettent des réserves. Mais en même temps, on voit bien que l'ensemble patrimonial, ces maisons-là et la prison Juliette Dodu, enfin le site patrimonial, le monument historique, ça donne quand même une lecture cohérente de l'histoire, du patrimoine et du mode de construction de l'ensemble depuis le XVIIIe siècle jusqu'au XXe siècle. Donc c'est ça pour nous qui a déposé le recours? Alors, le recours, nous avons pris un avocat. Donc il a déposé un recours administratif qui est adressé à la mairie d'abord, et pour aller ensuite vers le tribunal administratif. Voilà, on est à ce niveau-là, donc au niveau du droit. Maintenant, on va parler de ce qui est l'histoire et du patrimoine, et je crois que là, chacun aura sans doute quelque chose à dire. La première question, et je pose à tout le monde, quel regard vous avez sur ce bâtiment? Pourquoi vous pensez qu'il faut le transformer en un site culturel? Est-ce que vous pensez vraiment que cette prison, construite en 1718, donc 200 ans l'année prochaine, contient vraiment une partie de l'histoire de la Réunion? Eric? Oui, en ce qui me concerne, je crois que chaque endroit, chaque existence où l'être humain est passé, on a toujours un témoignage, on a toujours un regard qui permet aux générations futures d'avoir un repère. Et c'est vrai que cette prison de Juliette Dodu, il permettrait actuellement aux Réunionnais de rapprocher un petit peu de son passé, hein, surtout que le Réunionnais est très éloigné de tout ça. Et voir que aujourd'hui, hein, dans l'époque où nous vivons, au XXIe siècle, nous n'arrive pas à garder un témoignage qui est lié directement à notre histoire juridique, à notre histoire politique, à notre histoire administrative. C'est quand même une base, hein, un centre important dans le passé. Et je crois que détruire pour détruire, ça n'a pas de sens. Déjà, vous autres viennent dire même hein, que l'on a des recours les émis, les fouilles archéologiques préventives ont été faites, on a des réserves les posées. Donc ça veut dire qu'on a quand même pas mal de questionnements à travers ce site. Et c'est pas parce que, entre guillemets, c'est parce que le Réunionnais ne pose pas des questions que les administrations et ceux qui en ont en charge, hein, ce genre de patrimoine, il fait la soie d'oreille. Aujourd'hui, nous sommes en capacité de faire parler ce site et avant même de prendre toute décision de sa démolition, il faut que nous en ayons quand même un maximum d'informations dessus afin que nous puissions dire à nous aujourd'hui que nous ne faisons pas l'erreur de demain. Et ça, c'est très important pour la génération future. À La Réunion, on ne peut pas dire, allez, on ne va pas refaire l'histoire, allez, ne voulez pas une maison de civilisation, allez, boum. La médiathèque Simon-Def, ne veut pas, allez, boum, que ça nous veut pour la génération future alors. Il faut nous poser à un certain moment des bonnes questions, que ça nous laisse pour la traçabilité historique de la Réunion pour la génération qui arrive, que ça nous préserve, que ça nous détruit. On ne peut pas tout détruire et de dire nous préserve le minimum. Non, il faut nous préserver le maximum parce que c'est quand même un lieu, les chargés d'histoire. On en a, comme Midi moi-même, on a des phrases, les écrits là-dedans. Et nous n'avons pas le droit aujourd'hui. Parce que nous estimons que c'est vrai, il y a un problème de logements sociaux, c'est vrai qu'il y a un problème de démographique, c'est vrai. Mais partout, on retrouve ces problèmes-là. Dans le monde entier, on retrouve ça. Et ce n'est pas une raison pour anéantir, entre guillemets, un bâtiment. Les chargés d'histoire, là-dedans, il ne faut pas oublier, les marrons, les passés. Il avait quand même un endroit qui était réservé aux grands marrons. Des marrons comme Élie, celui qui a été quand même à l'origine de la révolte de Saint-Leu, le 5 novembre 1811. Il est passé là-dedans. On en a des
Jérémon, on est passé là-dedans. Donc voilà, tout ça, c'est un lieu, pour nous, les charger énormément d'émotions. C'est un patrimoine matériel, en même temps un patrimoine immatériel là-dedans. Et parliez pour le militant réunionnais que vous voulez, quel regard vous porte sur ce bâtiment, sur cette prison? Ça a été un petit peu tout ce qu'on disait lorsqu'on était gamin. Si vous continuez comme ça, on va finir la prison Juliette Dodu. Aujourd'hui... non, ça c'était, oui, effectivement, la PK aussi, mais Juliette Dodu c'était plus simple. Quand on ferme la PK, c'est Juliette Dodu. Oui, 83 la PK. Ça a fermé en 83, je crois. Je repose ma question. Quel regard il faut que le Rennais porte sur ce bâtiment et quel regard où porte sur ce bâtiment? Maintenant, plutôt mon regard, moi, au-delà de Juliette Dodu. Si on regarde la Réunion, on a plein d'endroits qui appartiennent à nous de bonne vieux monde. Il y avait une histoire, et tout d'un coup, au nom de l'argent roi, nous la camoufle l'histoire, la tué l'histoire. Par le passé, au nom de l'argent roi, on a mis des gens à genoux. Aujourd'hui, au nom de l'argent roi, nous essayons de re-enlèver ces histoires. Comme ça, l'école, dans le livre était écrit nos ancêtres les Gaulois. C'est en fin des années 89, 90 que la commence à mettre nos ancêtres les on va juste rendre un hommage à Delphima puisque c'est lui qui s'est levé en disant lui. Exact. Les Gaulois ne sont pas ses ancêtres. Voilà. Donc tu vois, toute cette partie d'histoire était camouflée. Et jusqu'à aujourd'hui, il continue à tuer cette histoire-là. Mais prends un point pas trop loin de chez moi, puisque j'habite dans l'Est, la Coivaliamé, là où on a fait le CEF. Sur ce terrain, il y a une ancienne maison en bloc de béton. Il y a encore une vieille balance de canne où on mettait les charrettes bœufs dessus. Il y a un dessin d'origine qui est là. Et bien, ils ont démoli ce qu'il y avait à démolir à côté. Ils ont construit le CEF dans l'ancien bâtiment. Et ce bâtiment, il est à perdition. Alors qu'à l'époque, nous, on avait demandé l'autorisation de faire de ce lieu un lieu de moringue, ronde moringue. Ça aurait été aussi un lieu de mémoire. Ben non, l'a pas eu. Parce que aujourd'hui, quelque part, même dans cette impression personnelle, notre histoire, il faut camoufler, il faut baisser, il faut tuer, de façon nous ne connaît pas cette histoire. Ben, moi, je me compte ça. Même il pense que demain matin, le marmaille qui naît après moi, il ici, on le va connaître. Et comme même on avait des difficultés de connaître, moi, je suis content de faire en sorte que demain matin, il arrive sur un lieu pour dire voilà où ça m'y sort. Et qu'on connaît où ça sort, ou connaît où ça va. Mais maintenant, on a eu cette phrase que la presse a repris, où il est prêt à stopper les bulldozers. Au-delà de l'image, aujourd'hui, quel regard porte le politique? On va dire que c'est une espèce de métaphore pour montrer l'opposition à ce projet. Et ce que l'important dans cette affaire, et le responsable de la société, HLMR, ils mettent en avant la pénurie de logements. Pour moi, c'est un chantage. C'est un chantage parce qu'il y a tellement d'endroits où on peut construire des logements à La Réunion et ils ne construisent pas. Mais en même temps... Juste rappeler quelque chose, Jean Gretnon. Il faut savoir qu'à La Réunion, la défiscalisation a fait de la surenchère. Il y a eu beaucoup de logements qui ont été construits qui n'ont pas trouvé de preneur. Ce n'est pas un problème de logement, tout simplement. Là, on dit que c'est est-ce que c'est des logements sociaux ou des logements intermédiaires ou résidentiels? Logements Ce sont sociaux. Des logements sociaux. En plein centre-ville? En plein centre-ville. Mais au-delà de ça, est-ce que, parce qu'il y a une pénurie de logements, est-ce que, parce que les gens qui vont habiter là, pour la plupart, sont en difficulté financière, sont pauvres, et ils vont dormir sur l'histoire de La Réunion? Je veux dire, c'est quand même grave. Ça veut dire que demain, les commissions de validation des dossiers de logement vont dire monsieur ou madame Intel, on vous donne un logement là. Et ce logement-là se trouve à l'endroit où des gens ont été guillotinés. Entre autres citernes. Et cette personne, s'il refuse le logement, ça veut dire que vous n'aurez pas d'autre possibilité d'être logé ailleurs parce que vous avez refusé ce logement-là qu'on vous a donné. Ça fonctionne comme ça. Est-ce qu'on trouve normal que demain, des familles rayonnaises, et je pose même la question, qui osera habiter là? Il y a quand même des croyances dans ce pays. Il y a quand même du respect par rapport aux ancêtres. Et on ne sait pas dans quelles conditions aussi ces gens ont été guillotinés. On ne sait pas dans quelles conditions certains esclaves engagés ou autres personnes ont décédé dans
dans cette prison. Donc je dis que face à cela, il faut un minimum de respect. Maintenant, on dit que c'est une histoire douloureuse. Mais parce que les douloureuses, il faut y faire aller. Alors justement... Donc allons dire que l'esclavage n'a pas existé alors. Allons y faire aller. Enfin, on va pas peut-être être aussi extrême, mais ce que non, il faut dire les choses. Jean-Luc Radon, ce que vous venez de dire finalement, ça pose une question. On a l'impression que là, on est en train d'ouvrir une page d'histoire autour de cette prison et qu'on est en train de se rendre compte que la prison en elle-même porte une grande partie de l'histoire de la Réunion. Quand on parle des Noirs, la façon où ils cachaient leurs objets, qu'on retrouve actuellement avec ces fouilles préventives, on se rend compte que, et j'ai été sur le site de Geoffroy Géraud-Legros, parce qu'il a fait beaucoup, cette lame la mer a écrit beaucoup là-dessus, et d'ailleurs bravo à Geoffroy Géraud-Legros pour le travail qu'il a fait, c'est un travail très complet, et c'est vrai que si vous avez besoin d'informations, vous pouvez y aller, parce que vraiment, et on se rend compte combien l'histoire de la Réunion est liée à ce bâtiment. C'est un paradoxe de dire ça, mais on a l'impression en voulant détruire le bâtiment, d'un coup les gens se disent non, c'est vraiment une partie de l'histoire de la Réunion. Mais pourquoi avoir attendu si longtemps finalement pour révéler aujourd'hui à la Réunion que cette prison c'est aussi une partie de l'histoire? Et puis surtout parce que entre nous, quand on la regarde de loin, de l'extérieur, c'est pas non plus joli à regarder. Quelque part, si le maire de Saint-Denis veut le sortir de là, veut en faire quelque chose d'autre, c'est peut-être pour donner à notre cachet au centre-ville de Saint-Denis. Mais d'un coup... Mais pas à ce prix-là, quand même. Mais comment faire alors? En fait, ce qu'il y a, c'est que jusqu'à présent, il y avait, c'est lorsque Bruno Maillard a fait sa thèse. On va juste rappeler donc que c'est un historien, Bruno Maillard. Lorsque Bruno Maillard a fait sa thèse sur cette prison, c'est là où il y a eu certaines recherches qui a révélé tout de même une histoire forte dont Sudel Fuma était le directeur, entre autres. Notamment, il était le directeur du jury où il a présenté sa thèse. Voilà. Et c'est vrai que les données qu'on a historiques, etc., n'arrivent que maintenant. Donc, comment voulez-vous que les personnes... c'est vrai que nous, jusqu'à présent, moi aussi, je peux vous dire, j'étais un peu comme tout le monde. Je voyais la prison et je m'arrêtais à la prison. Mais après, quand j'ai vu Sudel monter au créneau, je me suis dit, il y a peut-être... Et j'ai été lire sur ce qui existait. Pourquoi, machin, etc. Et c'est là où j'ai vu que tout de même, c'est de l'histoire qui remonte, comme l'a précisé justement Monsieur Ratenon et Eric, que y a eu quand même les engagés qui étaient là, et pas que les engagés essentiellement indiens, chinois et bien d'autres personnes, la révolte de 1811, etc. Et donc, il y a même eu aussi les esclavagistes, je veux dire les gros blancs, qui étaient même emprisonnés là, parce qu'à un moment donné, ils ne payaient pas leurs échéances, les détiers, etc. Donc ils étaient quand même emprisonnés là, évidemment, pas dans les mêmes conditions que les autres personnes, mais ils étaient là avec leurs meubles, etc. etc. Mais je veux dire que toute cette histoire-là, on ne peut pas l'occulter, on ne peut pas dire, on ne le sait pas. On le sait. Donc, on n'arrête pas d'en parler. Il y a plein de gens qui en parlent. Voilà. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne le sait pas. Je reviens sur les fouilles préventives. Est-ce que quelque part, on n'a pas cherché à savoir s'il y avait des squelettes dans le sous-sol? En fait, les fouilles n'ont pas été suffisantes. Je pense qu'il y a eu seulement des fouilles diagnostiques. Les fouilles diagnostiques, en fait, ils ont fouillé... à des endroits... à des endroits précis. Pardon. En fait, quand on n'a pas envie de trouver des choses, on ne les trouve pas non plus aussi. Alors, d'où ma question, et je reviens sur ce que disait tout à l'heure Jean-Luc Radon, c'est la volonté. Pour vous, et là j'ai cette impression-là avec vous, c'est que si demain on détruit cette prison, c'est comme si on effaçait une partie de la mémoire de l'histoire de la Réunion. Mais c'est évident qu'on efface une partie de la mémoire de la Réunion. C'est évident. Et
Éric Murin l'a clairement dit, c'est toute l'histoire politique, l'histoire administrative. Je veux dire que peut-être faudrait bien expliquer à la population l'histoire de ce bâtiment de A à Z. Moi-même, j'ai appris au moment où j'ai visité cela. Et c'est vrai, comme l'a dit Madame Champignon, au début, on ne se rend pas compte, mais dès le moment où on plonge dedans, et on a envie de connaître encore plus, et on se dit, ben non, il ne faut pas toucher à ce lieu. Et ça peut être un lieu de mémoire, ça peut être un lieu de recueillement. Je veux dire, il faut respecter ce bâtiment. Et donc, non, il ne faut surtout pas effacer cela. Dans le projet, il y a un restaurant. Ce restaurant est placé là où les esclaves étaient entassés dans une cellule. Les touristes vont venir manger dans ce restaurant-là. Les rayonnés vont venir manger dans ce restaurant-là, sachant que juste en dessous, des gens ont souffert, étaient dans une grande souffrance. Moi, ça va être compliqué d'entrer dans ce restaurant. C'est pas possible. D'autant que cette prison s'est un petit peu agrandie de manière un peu, j'allais dire, dans une certaine indiscipline, parce qu'on a construit au fur et à mesure, parce qu'ils avaient besoin de place, la prison a vite eu besoin de s'agrandir, et on a l'impression qu'ils ne savaient pas très bien où ils voulaient aller, et on revient à ça sur un point, les marrons, les esclaves qui n'obéissaient pas, les engagés, et d'une façon ou d'une autre, d'un coup, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on est en train de découvrir que sous cette prison, il y a une partie de cette histoire, justement? Éric Murin. Déjà, personne n'était étonné quand on apprend à nous que cette prison, il représentait la honte de la République. Personne n'était étonné. Chacun dans sa famille, chacun dans son environnement, il connaît une partie de cette histoire. Quelqu'un est passé, l'a raconté. Pour revenir à ce que disait monsieur le député Ratnon, on doit respecter la souffrance de monde, on doit respecter la mémoire de monde, on doit avoir une sensibilité sur les croyances des gens. Il est très important ce que monsieur le député a dit, la croyance. À La Réunion, nous avons une croyance, nous. Il n'y a pas qu'à La Réunion, on a une croyance. Tout le monde, nous sommes habites, il a une croyance. Et il y en a une chose que nous ne peut pas permettre à nous de ne pas être sensible, c'est la croyance de chacun. Et nous, en plus, nous avons une croyance de chacun, mais nous avons une croyance multipliée et nous avons une croyance commune. Le Réunionnais, il a une croyance. Et seulement ça, il doit permettre à des personnes, décideurs, de se poser la question, est-ce que nous faisons bon affaires, nous, là? Est-ce que le Réunionnais il accepterait d'habiter dans un cimetière? Avec tout ce que nous en avons comme croyance, est-ce que celui qui refuse un loyer, comme disait monsieur le député... Je vais t'interrompre, je vais juste demander à la régie si elle peut monter un verre d'eau pour madame. Je pense que c'est intéressant. Merci. Et donc, on a énormément de questions. Et tous les spécialistes que les venus étudier le dossier, que les venus paramétrer l'endroit, quand on est amoureux de l'histoire, quand on est archéologue, c'est quelque chose qui saute aux yeux. C'est des murs qui datent de 350 ans. Moi, j'ai un objet chez moi qui date de 20 ans, m'y tient comme mes yeux. Alors, imaginons un mur qui date de 350 ans. C'est d'une importance, c'est quelque chose qu'il faut faire parler. Surtout, comme on dit même, on a beaucoup de choses qui se passer à l'intérieur, que des gens l'ont transformé à l'extérieur. Donc aujourd'hui, les seuls qui peuvent donner à nous les réponses de ce qui est réellement passé à l'intérieur, c'est les historiens. C'est la puissance publique. C'est eux qui peuvent amener à nous une réponse par rapport à tout ça. Et ça ne fera pas de mal à personne. Tout au contraire, nous aurons une lecture de ce qui s'est passé et on n'a plus de traduction, on n'a plus d'interprétation. À l'intérieur de ça, aujourd'hui, personne ne peut dire combien de corps on en a, combien d'ossements on en a, combien d'objets on en a, parce qu'il y a eu seulement une fouille préventive qui décide qui fait quoi. Mais il ne connaît pas. Mais il pense que, quel que soit le territoire nous là-dessus, le territoire national, à aucun moment, un élu prendra la responsabilité de construire des logements sociaux là où on a, entre guillemets,
pas parqué. Là où l'histoire des Juifs a été posée, a été installée. Nous les là-dedans, là. On ne peut pas dire, on prend une partie de la mémoire réunionnaise, une partie de son histoire et une partie, on met sur le côté. Non, si on prend tout, si on ne prend pas du tout. Mais pour revenir, puisqu'on parle d'histoire aujourd'hui, est-ce qu'on a... le problème, c'est les certitudes qui n'existent pas aujourd'hui. On ne sait pas ce qu'il y a de... Alors donc aujourd'hui, vous demandez, c'est des fouilles archéologiques poussées pour qu'on sache vraiment ce qu'il y a dessous. Mais si on ne trouve rien, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais je pense que le quartier libre, là, il a fait une pause un certain nombre d'éléments, un certain nombre entre guillemets, de propositions, seulement pas des revendications. Mais moi, à mon niveau, en tant que responsable du CRAN, la loi Taubira fait que l'esclavage était un crime contre l'humanité. Là-dedans, il y a eu des esclaves, il y a eu des marrons. Donc cette histoire est liée à la loi Taubira. Donc je veux dire, il faut jeter un regard là-dessus aussi. Aujourd'hui, si le CRAN, sur le plan national, l'a réussi, avec la mairie de Paris, de proposer la construction d'un musée sur Paris, lié à l'esclavage et la traite du Régnier, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous en avons tous les éléments nécessaires pour dire que la loi Taubira, aujourd'hui, porte ses fruits dans le cadre de ce que nous appelle la réparation. Pourquoi, ici à La Réunion, nous ne sommes pas nous concernés par ça? L'esclavage était un crime contre l'humanité. Où que nous soyons, il faut aujourd'hui faire un travail de deuil, bien sûr, mais faire un travail de réparation. Et ça, cette prison Juliette de Dieu, peut aussi servir de musée, peut aussi servir de lieu de fréquentation, de lieu de mémoire, de lieu de recueillement. Les très important, si aujourd'hui cette génération que nous le donnons, il a du mal à comprendre ça, la génération future comprendra. Parce que c'est une partie de lui-même que est là-dedans. Il ne faut pas seulement voir cette prison comme un élément d'enfermement, de souffrance des gens, il faut le voir aussi comme un élément pédagogique, éducatif, formateur et qui amène de la connaissance. C'est aussi un lieu de connaissance. Ma question, Jean-Luc Gratton, c'est est-ce que le député, justement, peut défendre cette cause-là au niveau de l'Assemblée nationale? Le député a commencé à défendre cette cause, et notamment en menant des actions avec l'association et ceux qui militent pour préserver ce lieu de mémoire. J'aurai l'occasion de rencontrer la direction de la société HLM d'ici demain, et ce sera, là encore une fois, l'occasion de dire ben non, ne touchez pas cela, et de voir réellement l'intention. Est-ce qu'ils souhaitent aller jusqu'au bout? Et mon objectif, c'est de les convaincre d'arrêter tout cela. Mais en même temps, j'ai déjà interpellé le gouvernement à travers une question sur cette affaire. J'attends les réponses, mais à mon niveau, en tant que député, les travaux continuent. Pour justement faire de ce lieu-là un lieu de mémoire, de recueillement, comme ça a été dit, mais un lieu de pédagogie aussi, comme ça vient d'être dit, parce que nous devons avoir ce lieu où on vient aussi pour apprendre l'histoire, une partie ou l'histoire de la Réunion. Nous pouvons faire de ce lieu-là un lieu de musée. C'est pas parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, le bâtiment n'est pas joli, c'est pas parce qu'à chaque fois il n'est pas joli. Non, c'est-à-dire qu'en fait, la question c'est simple, c'est-à-dire que le bâtiment... Mais derrière le mur, il y a aussi des murs. Tout à fait, je suis conscient de ça. Mais pourquoi j'ai dit ça comme ça? C'est-à-dire que, quelque part, j'essaye aussi de me mettre à la place de ceux qui décident d'en faire je dirais, des logements sociaux. C'est que de se dire qu'ils essayent de proposer une évolution de ce bâtiment. Maintenant, est-ce que c'est une bonne évolution ou pas? Chacun a sa posture. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est qu'est-ce qu'il faut en faire? Comment transformer ça? Parce que tout à l'heure, la question d'Éric parlait, c'est lorsque on dit, quand on regarde, le regard qu'on porte. Éric parlait, par exemple, dans Outre-Environnement, quand on parle tout à l'heure, on parlait de l'APK. Que représente la prison Juliette de Dieu dans Outre-Environnement, pour les gens que vous connaissez? Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'important? Bien sûr que c'est important. Parce que, uniquement, par exemple, dans l'éducation, quand on était petit et on faisait des ordres, était dit Juliette de Dieu, le mot était là, on connaissait que ça va. Automatiquement,
Là, il n'y a pas besoin de faire un dessin. Donc, on connaît l'importance que ce lieu n'est Il y avait 3 mots, de toute façon, il y avait Shankan, la PK et puis Jet de Du. Donc, les 3 endroits où tu es sûr où ça va si vous ne travaillez pas à l'école. Oui. Donc là, automatiquement, un moment ou un autre, on est dans une connaissance, comme disait Eric, la rentée là, la partie là, une vie là, une histoire là. Et pour revenir un petit peu sur ce côté-là, le bâtiment, depuis le moment où il a eu des esclaves dedans en surnombre aussi, la prison elle-même, elle est instantanément devenue en surnombre. Si bien que, à cet endroit-là, beaucoup de peine était là. Beaucoup. Donc, de cette peine, on ne peut pas rajouter dessus. Alors, ma question, c'est d'abord, est-ce que tu penses vraiment que le peuple, que la population réunionnaise, que le peuple réunionnais est vraiment sensibilisé par ce qui se passe sur cette prison? Est-ce que, hormis les historiens, ceux qui se battent pour la mémoire, pour l'histoire, pour le patrimoine, est-ce que le peuple réunionnais est vraiment sensibilisé et mobilisé pour justement défendre ce patrimoine? Vous connaissez, quand on est sur un territoire où il ne fait rien pour que où habite toute histoire. Tout individu doit habiter son histoire. C'est un paradoxe. Il fait les logements sociaux et nous demande que l'individu habite son histoire. Mais ce n'est pas parce que l'île n'exprime pas l'île, ce n'est pas parce que l'île n'est pas visible qu'on doit considérer que l'île n'est pas intéressée. Toute société est accompagnée par des rêves, par des mythes, plein d'affaires. C'est ça une société aussi. On en a, comme je disais, des croyances. Et le Réunionnais, il doit aussi avoir cette chance de ne pas connaître ça. Mais ce n'est pas pour autant qu'il doit... Enfin, la puissance publique, il doit dédouaner de cette méconnaissance pour dire... il fait n'importe quoi avec, il pousse loin, comme il dit, il fait n'importe quoi. Parce qu'il met à moi à la place des 25 000 dossiers que l'on en souffrance, des familles qui attendent un logement social, il met à moi à la place, moi, là, pas de souci, ça. Mais il dit, est-ce que c'est le prix à payer pour, je dirais, entre guillemets, faire disparaître une grande partie de l'histoire de la Réunion? Mais il dit non. Et si nous avions toute une armature historique, mémoriel autour de nous, si nous étions en contact encore avec tous ces endroits où tu abrites les romorengs, tous ces calbanons, la plus rien. Donc tout ça, ça a été au nom de l'évolution, au nom de la démographie, au nom de l'urgence sociale. Mais on comprend tout ça. Mais c'est cette génération qui aujourd'hui bénéficie, hein, peut-être notre génération, nous, ils bénéficient de ces évolutions-là. Regardez aujourd'hui, ça nous l'est. Nous sommes en train de bataille, nous sommes en train de poser à nous des questions sur un lieu que pour nous, nous estimons que la point détruire Ali, parce que si nous détruire Ali, ça veut dire nous la honte. Nous la honte de ce lieu, nous la honte de ce qui se laisse passer. Au contraire, tout au contraire, ça veut dire que notre société, à l'intérieur de ce bâtiment, il a aussi grandi autant qu'à l'extérieur. Il a fait aussi grandir l'extérieur. Donc, pour moi, il ramène tout ça à tous ces symboles autour de la prison Gilette de Dieu. Et dans la thèse de Bruno Maillard, qu'il a présentée à Paris, entre autres devant Delphuma, il y a deux choses qu'il met en avant. C'est bien sûr que c'est le contexte où vraiment, à un moment donné, cette prison était vraiment pour les grands bandits, entre guillemets. Aussi bien les marrons, c'est-à-dire ceux qui partent pendant un mois, qu'ils ont du mal à rattraper, les esclaves qui se rebellaient, Élie, entre autres, bien sûr. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la connaissance de l'histoire dans cette prison est suffisamment bonne pour dire que c'est vraiment un lieu de mémoire, que c'est vraiment un lieu où l'histoire de la Réunion s'est également écrite? Ben, excusez-moi, Marilina, ça c'est le travail des archéologues. Ça, c'est le travail des historiens. Les autres, sont là pour apporter un certain nombre d'éléments pour justement guider la puissance publique, guider les décisions politiques. Si ce n'est pas un bouc comme Delphuma l'était préoccupé de ça,
Ben jusqu'à maintenant, non. Si c'est pas Sud Elfima qui fait la route de l'esclavage, non. Si c'est pas Sud Elfima, si c'était pas Sud Elfima, non. Donc ça veut dire nous on a un seul Sud Elfima et il devait occuper tout. Donc aujourd'hui, on a des historiens, on a des archéologues, on a des Ladakoi, on a des gens qui protègent tout ça. Donc ces gens-là doivent préoccuper avant tout de voir si l'intérêt de ce bâtiment est bénéfique pour la connaissance et la mémoire d'une société. Ça veut dire la société réunionnaise. Et c'est à sorte de convaincre la puissance publique. En tant que scientifique, on a des éléments qui permettent à nous de dire non, on ne peut pas détruire ça. Parce que si vous détruisez ça, vous détruisez une partie de l'âme réunionnaise. Il faut dire ça comme ça. Et donc, pour moi, ça a son importance. Mais c'est aux gens que Nana le crédit. Ce crédit de convaincre, de rechercher, c'est à sorte de le faire. Nous, les acteurs culturels, au niveau du CRAN, le CRAN national a réussi un super affaire en faisant construire prochainement le musée d'esclaves. Ici, pourquoi nous n'avons pas cette prétention-là, nous? Pourquoi nous à Paris, ils ont connu moins l'esclavage que nous. Et nous l'avons connu, notre histoire elle est liée directement à ça. Et aujourd'hui, nous avons l'impression que nous avons du mal à en parler. Et ceux qui doivent faire parler ce site, c'est avant tout les chercheurs, ceux qui ont je dirais la compétence, les outils nécessaires pour convaincre la puissance publique de ne pas toucher à ça. D'accord. Je reviens à Brigitte Champigniel. J'allais dire donc l'association Quartier Libre, Mémoire et Patrimoine Océan Indien. Est-ce qu'aujourd'hui les connaissances sur le site sont suffisamment importantes pour que dire c'est un lieu d'histoire, c'est un lieu qu'il faut que cette histoire soit bien sûr transmise? En fait, moi je dirais aussi que au-delà de tout ce qu'on s'est dit là aussi, c'est que je veux dire les Réunionnais ont une méconnaissance de leur histoire, ce qui fait qu'on est aujourd'hui à ce stade où on n'est pas beaucoup soutenu par la population. Donc, moi je pense qu'il faut faire tout ce qu'on appelle, il faut faire un travail pédagogique de sensibilisation auprès du public pour que la population adhère à ce projet. Et pour ça, effectivement, on est en train de voir si on a la possibilité de faire des conférences un peu sur toute l'île, parce que c'est vrai que la population, tout comme moi je pense, ils n'ont pas, ils ne sont pas sensibilisés parce qu'ils restent sur seulement la prison Juliette de Dieu et non pas l'histoire. Et alors que c'est l'histoire qui est importante. L'histoire, comme tout le monde a dit là, l'histoire permet de connaître, de se connaître aussi, d'où l'on vient, parce que justement la prison Juliette de Dieu retrace un peu toute l'histoire des personnes qui sont passées là. Et d'autant plus que ce que disait M. Raton, le député, que, effectivement, qui va habiter là? Donc, moi, je vous assure, on me donne un appartement, là-dedans, je le dis, je ne le prendrai pas. Parce que je suis déjà superstitieuse, je connais déjà un peu l'histoire où il y a eu quand même la guillotine, etc. etc. Je veux dire, c'est un lieu de souffrance qui est très dur, quoi. Je veux dire, pour aller là... le sang des gens qui ont été exécutés dans cette prison, ça vous fait peur? C'est-à-dire que c'est on va dire... je ne sais pas si vous êtes allé sur le site. En fait, j'ai été en reportage dans la prison. Non, j'ai été en reportage dans la prison avant qu'elle ferme. Alors, je peux vous dire, moi, ça faisait la deuxième fois avec M. Ratenon que je parcourais, on va dire, les couloirs. La visite, les couloirs, non, la cour, ouais. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas vraiment vu les bâtiments. Ah si, la première visite, j'ai vu les bâtiments. Et bien, je peux vous dire, quand je suis montée dans la petite... Mirador, dans le Mirador oui, pour aller sur le toit, et ben, j'avais des frissons. Parce que vraiment, on sent des choses, quoi. On sent des choses, on sent qu'il y a encore de la vie, quoi. Donc, moi, personnellement, j'habiterai pas là.
Mais après, je veux dire, le maire de la ville, il a labellisé sa ville, ville d'art et d'histoire. Donc, c'est à lui de prendre l'initiative, je pense, de faire un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. C'est-à-dire que c'est le ministère de la Culture et de la Communication qui préconise ça. Donc, il n'y a pas d'autre endroit. J'ai cherché, je me suis dit, j'ai regardé sur l'île, qu'est-ce qu'il y a qui fait qu'on peut connaître notre histoire. Eh bien, c'est le seul lieu, il n'y en a pas d'autre. Donc, et ensuite, tous ces lieux-là, je ne sais pas si vous avez entendu parler, à un moment donné, toute la paperasse qui s'y trouvait dans cette prison a été brûlée. A été brûlée pourquoi ? Parce que, bien évidemment, ils ont voulu à un moment donné effacer tout ce qu'il y avait. Et je crois que c'est Marc Chinapaïdou, à un moment donné, quand il a su, il a appelé vite fait, il a essayé de récupérer de récupérer les documents, etc. Mais je veux dire que c'est, je sais pas, je vais pas dire que c'est une volonté de brûler certains documents, machin, etc. Mais je veux dire, c'est grave. Parce que si on n'a pas la connaissance de notre histoire, surtout pour les générations futures, eh c'est un peu comme si on était un arbre sans racines. Alors, je voulais faire une transition par rapport à ce qu'avait dit Éric tout à l'heure et ce qu'avait dit Jean-Luc Gretnon, ce qu'avait dit Éric Murin et Jean-Luc Gretnon. On parlait de la prison. Il y a une chose aussi qu'il faut qu'on se regarde. Depuis les années 70 jusqu'à je dirais, fin des années 80, beaucoup d'usines sucrières ont fermé leurs portes. Et d'une façon ou d'une autre, il y a eu une évolution autour. Ça a mis 20, 30 ans avant que l'économie prenne vraiment place. Vous avez vu Lamar, on peut parler de Stella Matutina, on peut parler de Grandbois à Saint-Pierre, Stella à Saint-Leu, on peut parler de Beaufort à Saint-Benoît, de Quartier Français également. Ces anciennes plateformes ces plateformes des anciennes usines usines sucrières ont mis du temps avant de se transformer. Aujourd'hui, ça devient des centres économiques. Alors, est-ce que la prison peut également, la prison Jet-de-Nu, peut avoir une suite qui peut ressembler à ça, ou c'est totalement déconnecté, pour vous, ça n'a rien à voir? Déjà, si je peux me permettre, déjà, quand vous regardez en France et dans le monde entier, il y a toutes les prisons qui ont été transformées, ça a été transformé soit en centre culturel, soit en musée, soit en espace de galerie pour exposer des tableaux, etc., etc. Mais je n'ai jamais vu une prison qui a été transformée autrement. Voilà. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu une prison transformée autrement qu'un centre culturel. C'est Eric Parlier. Ce que me dirait, on parle l'usine Sainte-Marie, elle est devenue un centre. Au final, on parle de quoi? On parle d'argent. Comme tout à l'heure, oui. On parle d'argent. Sauver un patrimoine comme ça, auquel on ouvrirait les portes au public réunionnais et aux touristes. N'est-ce pas aussi une entrée d'argent? Tout à fait. Puisqu'on parle d'argent. Tout à fait. Après, juste en aparté, pour venir sur les anciennes usines qui se transforment, je ne sais pas si tu connais là l'usine de la ravine glissante. Enfin, c'est une plateforme. C'est une plateforme. Mais il y a chaque cheminée, il y a les bâtiments. Il y a toujours la cheminée. En 98, moi et un ami, pour ne pas citer Gilbert Pugnat, on a travaillé sur un projet pour remettre en état les bâtiments possibles, mettre dedans, encore une fois, une école de Moraigne, mettre dans le bâtiment du théâtre pour les enfants, avec les personnes âgées du quartier qui étaient encore là. Va voir comment c'est difficile de pouvoir ouvrir les portes de l'histoire à La Réunion. Très difficile. On a fait un bout-yeux et on laisse. Par contre, dès qu'on a la possibilité de détruire un mur et de mettre en place quelque chose qui rapporte direct, là c'est facile. De toute façon, c'est évident qu'aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que ces espaces-là peuvent rapporter. La question, elle est même plus à se poser. La seule chose, c'est de savoir aujourd'hui quel est l'intérêt pour le Réunionnais. C'est d'avoir 52 logements sur le site ou d'avoir un site culturel
un site de mémoire et d'histoire. C'est là la question qu'il faut. C'est là il faudra pour vous amener le débat. Quel est l'intérêt pour les Réunionnais d'aujourd'hui et de demain de faire de ce site soit des logements, soit un musée comme... Je n'arrive pas à comprendre cette question. Pourquoi? C'est bien la question. Pourquoi raisonner toujours de manière financière? Pourquoi parler toujours d'argent? Il y a le plus-value financier, mais il y a aussi le plus-value culturel, le plus-value identitaire. Il y a notre histoire. Et ils vont construire des logements. Si jamais ils mènent leur projet au bout, ces logements vont rester libres. Personne ne viendra habiter là-dedans. Ou peu de gens. Il n'y aura pas de rentabilité compte tenu du coût de construction. Ils ne pourront pas remplir ces logements. C'est évident. La majorité des Réunionnais ne vont pas habiter là-dedans. Ils vont dire non. Non pour certains parce qu'ils ont peur et d'autres parce qu'ils respectent ce lieu. Donc c'est ça, c'est une réalité. Et il faudra tenir compte. C'est pour cette raison, je pense, et là je m'adresse aux responsables, à ceux qui ont décidé de transformer ce lieu en projet de logement social. Arrêtez. C'est pas trop tard. Arrêtez et allons justement bâtir un lieu de mémoire. On peut aménager. Derrière ces murs, il y a d'autres murs, il y a des murs. Et puis l'association aujourd'hui demande à ce que, et ça a été dit, ce que des professionnels, des experts, des scientifiques viennent sur le lieu pour faire émerger et pour mettre à la connaissance de la population un certain nombre d'éléments. Laissons faire ce travail. Pourquoi on refuse? C'est quand même, c'est impressionnant quand même. On vous dit non, non. Laissons ces gens-là travailler et on verra. Et est-ce que la population rayonnaise est sensible à cela? Est-ce qu'on donne toutes les explications? Est-ce qu'on informe les gens? S'il y a eu une émission pour expliquer de A à Z c'est quoi ce bâtiment. Je vous le dis très sincèrement, et je n'ai pas l'habitude de manier la langue de bois. Eh bien, mon mandat de député l'a permis à moi de comprendre mieux cette histoire. Parce que moi, je n'y voyais que la prison. Mais grâce à l'association présidée par Mme Champignol, elle m'a pu mieux connaître l'histoire. Et le fait de mettre le pied là-dedans, ben, d'entrée, tu dis, ben, il y a un truc. Et tu ne peux pas toucher à ça. Et m'y invite tous ceux qui écoutent à moi à demander la possibilité de visiter ce lieu. Allons, ouvre ces lieux-là pendant une période aux Rayonnaises et aux Rayonnais, et on va voir que les gens vont dire, ben, touche pas ça. On ne peut pas toucher ce lieu. Quand tu rentres là-dedans, mal vu, mal observé les gens, l'émotion qu'ils dégagent, c'est même pas la peine de parler. Il suffit de visiter, de regarder, d'observer, de sentir. Et bien, ça crée une émotion. Il y a quelque chose qui se passe. Très fort. Parce que notre histoire est dans notre ADN aussi, il est là, il vibre. Je crois qu'il nous reste, je crois qu'il nous reste 5 minutes pour conclure l'émission. Alors je vais vous poser la question. Gomme pas notre histoire. Ça, c'est Daniel Noiroux qui tout à l'heure, d'ailleurs, juste à rappeler qu'il y avait un petit cabaret tout à l'heure devant la prison. Daniel Noiroux était là également, il y avait Laurent Dallot. Bah, bouille pas notre mémoire. Et il y avait également Willy Phileas qui était là. Donc pour rappeler que la mobilisation, en tout cas, se met en place, d'une part. Mais ma question, c'est, dans les jours, dans les semaines à venir, chacun à votre niveau, qu'est-ce que vous pensez que vous allez faire pour sensibiliser, pour mobiliser et pour expliquer, comme vient de dire Eric, comme vient de dire Jean-Luc Rattan? Enfin, moi, mon ami parle au niveau du CRAN, hein. Moi, il reste à la disposition de l'association Quartier Libre. Comment soutenir l'action? Comment porter une voix sur le plan peut-être national? Parce qu'on a quand même le CRAN, hein. Et donc, là, on est dans l'évitement. La Réunion ne veut pas parler de réparation.
Comme si tout d'un coup, là, nous l'ayons en paix avec notre histoire. Il ne s'est rien passé à la Réunion. Non, il y a un travail de réparation à faire. Là, on est en train de démolir la mémoire, démolir l'histoire. On ne répare rien, là. Donc, à partir de là, moi, au sein du CRAN, il reste très près de l'association Quartier Libre. Et puis, il suit les bonnes actions et il est prêt à mobiliser moi. C'est ce que m'y fait, c'est ce que m'y ferait dans les jours qui viennent là. Et un peu comme le député, oui, le Réunionnais, il doit demander des comptes. Le Dionysien, surtout le Dionysien, lui doit demander des comptes. Demander des comptes à la puissance publique. Son enfant demain, son petit-enfant demain, n'a le droit, arrête de faire peur à nous avec notre histoire. Là où on a construit énormément d'endroits où la abrite l'histoire du Réunionnais, allez où ça doit y aller, le projet n'est pas parti trop loin. Hein? Si nous prenons Saint-Benoît Beaufond, il a construit des logements sur des ronds-montagnes. Les logements existent plus aujourd'hui. Hein? Mais je ne dis pas où tout le monde est mort, moi. Mais il a fait 20 ans, même pas 20 ans, la recasse toute. Après, nous, dans notre croyance, c'est à partir de nous, mais le premier à défendre ça. C'est mon papa, mon grand-père, mon grand-mère l'apprendre à moi, donc il croit à mes croyances. Donc à partir de là, je vous sors de Paris, là-bas, ou arrive, vous dites non, vous savez, ça, non, on n'est pas d'accord. Nous, on a une croyance ici, nous, on a un savoir, nous voulons de la connaissance, ben laissez-nous croire en nos affaires. Une minute, Eric Perlier, parce qu'il nous reste 3 minutes. Moi-même, ça ne veut pas dire que ça, mais ça a fait, mais plutôt que ça en train de faire, parce que si ça a fait déjà trop tard. Donc il faut bien m'afficher comment se faire. Comme beaucoup de Réunionnais, je pense qu'on a découvert cette histoire il n'y a pas longtemps. Et comme tu disais tout à l'heure, ou tu es en train de citer un camarade, cette lame, la mère, Geoffroy elle Girolamo. est très intéressant. Et c'est ce que m'y fait, c'est de dire à mes amis et mes camarades, voilà qu'est-ce qui se passe, allez sur tel site, vous aurez l'information. Regarde, parce que si il ne raconte pas nous notre histoire, ben nous ne pourra pas compter non plus. Donc, nous avons besoin d'historiens, nous avons besoin d'archéologues qui va encore plus en profondeur, de façon qu'il raconte à nous pour nous pouvoir compter demain sur nos vieux jours à nos enfants. Je regrette non. Écoute, c'est de continuer le travail, d'être à la disposition de l'association. Comme on l'a dit tout à l'heure, demain, on aura rendez-vous avec le directeur de la société HLMR. Mon objectif, mon rôle, c'est de convaincre Ali de stopper tout cela. Et que surtout, il ne tient pas un discours qui consiste à dire, comme je te veux, de toute façon, on aura le projet. La première chose, Mathieu, déjà, tu ne parles pas comme ça au Réunionnais. Il faut quand même un respect. Écoute avant, après d'en voir. Mon objectif, c'est d'utiliser mon mandat aussi. C'est un outil au service du peuple. Eh bien, c'est de l'utiliser. D'utiliser les charbres de la République. Bleu, blanc, rouge au service du peuple. Eh bien, c'est de mettre ça au service de l'histoire de la Réunion. Et comme l'a dit notre responsable du CRAN, Éric Murin, excuse-moi, c'est que, où ça, il est la réparation. Où ça, il est la réparation. D'accord. Et c'est vrai que la loi Taubira, c'est la reconnaissance de l'esclavage contre l'humanité. Et là, nous dit, ça n'existe pas, ça. D'accord. Marine Champignol, le mot de la fin. Oui, on va prendre le bâton de pèlerin. On est une petite association, on n'est pas nombreux, donc on va essayer de rassembler du monde et on va essayer de faire, on va dire, de la sensibilisation, faire des conférences un peu sur toute l'île, rassembler peut-être, sûrement, les historiens, ceux qui travaillent sur l'esclavagisme, sur l'engagisme à nous rejoindre, aussi sur l'engagisme chinois à nous rejoindre. Donc pour justement expliquer ce qu'il y a eu dans cette prison, toute l'histoire, pour enfin comprendre pourquoi nous, on aimerait que ça devienne un musée ou un centre d'interprétation. Voilà. Merci Marine Champignol, donc de l'association Libre, Quartier Libre, Mémoire et Patrimoine de l'Océan Indien. Merci à Éric Murin, donc du CRAN, Conseil positif des Océans Noirs. Merci Eric Perlier, militant de résistance. Et merci au député Jean-Hugues Ratenon, donc de la Réunion Insoumise. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Merci à la régie. Portez-vous bien, continuez bien votre soirée sur Télécréole. Je vous dis à demain. Bonsoir.